On repart les amis, on repart avec Karine Havas qui est avec nous. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane. Directrice générale et CFO, directrice financière d'IKEA France. Et donc, alors voilà, IKEA. Mais je vais démarrer avec ça quand même. Mais non, mais... J'ai hâte. Il n'y en a pas beaucoup des marques comme IKEA. C'est-à-dire en termes de... alors, je ne sais pas comment trouver le terme. Dès qu'il se passe quelque chose avec IKEA, c'est un peu comme... Vous savez, je vais vous raconter un truc sur les médias. Alors, c'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque où je baignais vraiment dedans. Mais le pape fait n'importe quoi. Mais n'importe quoi, vous aurez un urgent sur les téléscripteurs de l'ensemble des rédactions. IKEA, il se passe n'importe quoi, c'est un événement. C'est vrai ça, Karine? C'est vrai, on a cette chance. J'ai cette chance de travailler. C'est une chance? Je pense que c'est une chance, oui, de travailler pour d'opérer au sein d'une entreprise un peu iconique. Iconique, j'ai mis marque phare, parce que iconique, je ne savais pas comment... Oui, non, c'est une chance. Alors c'est vrai qu'on est très regardé et on a un devoir, je dirais, quelque part d'exemplarité, de montrer le chemin. On doit être quelque part influenceur, avoir un impact. Ouais, exactement. Mais c'est chouette en termes de réflexion, en termes d'innovation, en termes de perpétuellement se remettre en question. Je trouve que c'est très intéressant. C'est pas un poids, parce que vous n'avez pas le droit à l'erreur, en gros. Je pense que tout le monde a droit à l'erreur. Non, pas IKEA, il se passe quoi que ce soit. On le sait. Vous accueillez ça avec un grand sourire, donc visiblement, ça ne vous inquiète pas plus que ça. Il se passe quoi que ce soit, vous avez droit à la une de Libé, vous avez droit en tant que symbole de la multinationale qui méprise le monde. Pas tout à fait, justement. C'est parce qu'on a un impact, on s'évertue à avoir un impact positif. Je pense que c'est pour ça peut-être qu'on le reçoit et qu'on le vit très bien. Certes, des fois, on peut faire des erreurs. Et ça fait partie aussi, justement, des valeurs d'IKEA. Et je pense que c'est pour ça qu'on le vit très bien. Parce que une des valeurs principales chez IKEA, c'est le droit à l'erreur. Et même, on nous encourage. On s'encourage tous à tester, à se tromper, à recommencer. Et d'ailleurs, je pense qu'on a un exemple assez marquant avec IKEA à la Madeleine. On a commencé, on a testé dans le monde entier. C'était le premier concept IKEA City. D'ailleurs, à l'époque, ça ne s'appelait pas IKEA City parce qu'on cherchait encore la bonne dénomination. Donc, c'était quoi l'idée? Enfin, je ne sais pas si on en parle au passé d'ailleurs, mais c'était quoi l'idée? C'était de rentrer en centre-ville avec quelque chose de plus petit, en fait. Exactement, bien sûr, parce qu'on ne peut pas comparer 30 000 mètres carrés en périphérie en Île-de-France avec 5 000 mètres carrés en plein centre de Paris, notamment à la Madeleine. Donc l'idée, c'était d'être plus proche des citadins, d'avoir une offre adaptée aux citadins. Et d'ailleurs, on a écouté les citadins. On a fait des milliers d'interviews, de visites de Parisiens chez eux. On les a entendus. Ils ne voulaient pas du tout de ce qu'on appelle le layout de chemin avec des flèches où il faut qu'ils aillent et qu'ils suivent, qui est très typique d'IKEA. Donc ils voulaient à Paris, non, on ne veut pas de ça. On les a écoutés. On a adapté une offre plus réduite, plus restreinte, évidemment, assez restreinte pour vraiment répondre à leurs besoins. Et finalement, on s'est aperçu que le vrai succès, c'est qu'on a réussi à attirer plus de 3 millions de visiteurs dans ce magasin en moins d'un an. Donc c'est énorme. Par contre, la contrepartie, c'est qu'on sentait nos clients un peu frustrés, finalement, de ne pas retrouver ce parcours, les univers qu'ils avaient l'habitude de trouver chez IKEA, d'être un peu désorientés. Dont on s'affranchit d'ailleurs au bout d'un moment, parce que quand on s'installe à un moment, les vendeurs nous reconnaissent, quoi. C'est-à-dire, on connaît le magasin IKEA par cœur, et on arrive à s'en affranchir un tout petit peu de votre... un petit peu, exactement. Mais là, on a été obligé, donc on a réinvesti 1 million d'euros pendant le confinement pour réorganiser notre magasin qui s'appelle maintenant IKEA City et pour vraiment répondre aux vrais besoins finalement en vie réelle de nos clients qui auparavant dans les centres-villes. Donc ça veut dire que c'est un succès. Ça veut dire que c'est le début d'un vrai succès, oui, puisque maintenant, il y en a beaucoup dans le monde, notamment au Japon, aux États-Unis, en Angleterre. Donc, ça a été on pourra dire que c'est à Paris que ça a commencé. Exactement, et on peut dire que ça a commencé en 2019 à Paris, en mai 2019, très exactement. Et juste un mot encore sur IKEA, parce que évidemment, vous avez vu ça, forcément. Des études sur la solidité du couple quand on visite. Non, mais c'est vrai, quand on visite des magasins IKEA. Alors, je ne sais pas si c'est une rumeur ou en tout cas si c'est vrai. Par contre, je crois que c'est assez sérieux. Je pense que c'est assez sérieux. Maintenant, je vais en profiter pour dire que c'était avant la digitalisation accélérée d'IKEA et que maintenant, grâce à l'application Shop & Go, on scanne nos articles. Donc, monsieur est très content. On fait un tour
si on veut très rapide du magasin, Ouais, c'est ça. on scanne le QR code et on sort avec les articles sans faire la queue. Donc je pense que maintenant on pourrait refaire une étude et je pense qu'elle serait très intéressante. Pardon hein, Karine, mais tout ça, ça nous fascine et puis on a vécu dedans quoi. Et sur les modes d'emploi, parce que je les ai toujours trouvés absolument géniaux moi. Ouais, alors exactement. J'ai jamais eu de sujet avec ça. Non. Et pourtant. Et ce qui fait notre succès, et c'est là où je pense on a beaucoup plus. Nos concurrents, ou en tout cas des acteurs sur le marché, ont plus de difficultés à intégrer cette niche, qui n'est plus une niche, mais en tout cas ce marché du meuble en kit, parce que c'est ce qui fait aussi notre succès. Alors c'est long. C'est pour ça qu'on propose aussi des services d'assemblage de meubles, pour ceux qui ne veulent pas le faire. Mais en tout cas, il y a une ingénierie derrière qui est très, très puissante et qui est très réfléchie et qui permet vraiment de monter son meuble avec un peu de patience, certes, et un peu de temps, mais très facilement. Et dont le sujet, j'ai l'impression, pardon de parler de ça, mais dont le sujet, j'ai l'impression, parce que on a grandi avec ça quand même, ça a été une évolution telle qu'aujourd'hui, on ne peut plus se tromper. C'est-à-dire que il n'y a plus finalement, et ça je trouve ça génial, et ça doit être énormément de réflexion d'ingénieurs, il n'y a plus de pièces qui puissent se mettre dans une autre pièce par erreur. Oui, exactement. Voilà, et c'est ça le truc. Et si à un moment ça force, c'est que... Voilà. C'est que ça ne va pas. Et en même temps, on propose aussi, si jamais ça pouvait arriver, les pièces de rechange en magasin, à disponibilité, pour pouvoir, si jamais ça arrivait, tout de suite être capable d'aller jusqu'à la fin de son meuble Ikea. Extraordinaire entreprise. Alors, non, vous parliez parce qu'en fait, j'ai découvert ça grâce à vous. Vous postez sur LinkedIn, très corporate, assez régulièrement. Alors, je connaissais les préceptes de Jeff Bezos, mais il y a aussi les préceptes de... comment il s'appelle ? Ingvar Kamprad, tout à fait. Et alors, il y en a un qui est... Alors, le poison le plus dangereux, c'est le sentiment alors, j'ai traduit achievement par accomplissement, plénitude, hein, c'est ça. C'est le sentiment de plénitude. Il faut toujours penser qu'on peut faire mieux le lendemain. Oui. Et je pense que... En termes de RH, ça, c'est puissant. Mais en même temps, c'est ce qui a fait... ce qui fait la force d'IKEA. Vous ne devez jamais être satisfait. Alors, on est toujours satisfait d'aller chercher la petite amélioration qui fera qu'on pourra être encore meilleur. Et je citerai... C'est pas épuisant, et je pense que moi, en tant qu'ancienne sportive de haut niveau, c'est quelque chose qui me parle, qui est dans mon ADN. Et je me rappelle toujours avoir dit pendant ma carrière, et même en début de ma carrière professionnelle hors sport, il faut... Alors, c'est pas très heureux comme expression, mais il faut toujours se concurrencer soi-même, parce que si tu ne le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui le fera. Et je pense que ça, c'est très présent, alors c'est présent moi en tant que personne, mais c'est très présent dans l'entreprise IKEA, et ça a été vraiment, c'est l'expression que vous citiez qui est en anglais, qui est vraiment très percutante, elle est vraiment dans l'ADN, dans la culture de cette entreprise. Et c'est pas qu'on n'est jamais satisfait, au contraire. Karine, vous avez été capitaine de l'équipe de France de volley, grande championne de volley. On n'est pas tous des sportifs de haut niveau. Non. Je comprends parfaitement que ça aille à la sportive de haut niveau que vous avez été et que vous restez en fait à la tête d'IKEA. Mais nous, on n'est pas comme ça. On a besoin à un moment de se dire « Waouh, c'était génial !» et puis de se reposer sur ce qu'on a fait. Mais vous avez raison. On peut tout à fait célébrer les succès et les victoires, mais on peut aussi être plus que satisfait, en tirer une fierté, une satisfaction personnelle, chaque fois aller chercher le petit plus qui fait qu'on restera toujours dans le lead, mais c'est pas vraiment dans le lead, c'est dans montrer le chemin, vous voyez, être précurseur, créer des mouvements. Et c'est ça qui crée des passionnés, en fait. Ça me faisait penser, là, j'ai vu une réflexion, alors, parce que Jeff Bezos est célèbre aussi pour ses maximes de management, et il a dit un jour, il regardait les classements de Best Place to Work, etc. Il a dit un jour, si on se retrouve un jour dans un de ces classements, c'est que l'entreprise est foutue. Oui. Mais vous n'êtes pas d'accord avec ça, puisque vous y êtes dans ces classements, justement. Dans les classements. Bezos dit, si un jour on considère que Amazon est une best place to work, alors Amazon est foutu. Ah non, alors là, c'est pas du tout notre point de vue. Pardon, j'avais pas compris. Je me doutais bien que... non, alors pas du tout. Là, pas du tout notre point de vue. Non. Il faut être best place to work. Oui. Et c'est compatible avec l'ensemble de ces engagements, là, de cette espèce de... Bien sûr, mais quel est le salarié, le collaborateur qui est le plus heureux ?
si ce n'est pas celui qui a le sentiment de participer à quelque chose de grand, de participer par ses actions à améliorer un ensemble. Je pense que c'est ça, en fait, la clé. Et vous voyez, on a eu, pendant le confinement, justement, une étude qui est sortie, qui a été publiée par EY Parthénon, il me semble. L'entreprise Ikea France, deuxième meilleure entreprise aimée par les salariés. Et vous voyez, donc ça c'est pas antinomique. Toutes ces études, moi, Karine. Tout à fait. Bah, on peut prendre, on peut pas prendre. Par contre, il y a un taux d'engagement de nos salariés de 82% qui est pratiquement 10 points au-dessus du marché, des taux de standard du marché. Donc après, on peut prendre, pas prendre, peu importe. Mais je pense qu'il y a vraiment, c'est pas antinomique. On peut être bien où on est parce qu'on a cette liberté de créer. Parce que c'est aussi ça, en fait. Le fait de toujours se challenger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la période Covid, par exemple, pendant que tous nos concurrents, ou la majorité de nos concurrents étaient ouverts parce qu'on avait cette limite de 20 000 m² et que Ikea était le seul avec 2 magasins, excepté 2 magasins fermés au public, administrativement au public. C'est ce qui a fait qu'en 5 jours, par exemple, l'équipe de direction de Montpellier, mais 9 magasins, ont ouvert ce qu'on appelait Covid Pop-up Stores, ouvert au public, sur 300 fois moins de surface que son magasin qui était fermé et qui s'est... Et ils ont décidé ça tout seuls. Alors évidemment, on les a accompagnés. Oui, mais l'initiative, elle vient du terrain, si on faisait ça. Oui, exactement. Et pendant le premier confinement, on a eu un collaborateur qui était, je crois qu'il travaillait au service clientèle, qui a créé une application pour nous permettre de faire du click and drive safe sur rendez-vous pendant que tout était fermé. Là, c'était le premier confinement. On était vraiment sous restriction forte. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Donc c'est ça Ikea. Alors oui, c'est vrai, on se challenge toujours, mais c'est ça qui permet de faire émerger des innovations. Et c'est ça Ikea ou c'est ça, c'est-à-dire le rôle de la directrice générale là-dedans? C'est-à-dire vous mettez dans un moule qui est ultra formaté, un peu en mode Amazon. C'est très intéressant. Voilà, il y a un moule défini d'entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est très efficace. Ou est-ce que vous gardez une dose d'autonomie? Il n'y a pas de réponse. Je pense que la réponse, elle est un petit peu au milieu. Oui, il y a une vraie culture, de vraies valeurs auxquelles on adhère ou pas. C'est ça. D'ailleurs, on dit souvent qu'au bout de 6 mois, après 6 mois d'IKEA, tu quittes ou tu restes à vie. C'est les rumeurs dans l'entreprise IKEA. En tout cas, c'est vrai que la culture et les valeurs sont tellement fortes que de toute façon, il faut les incarner. On se doit de les incarner, on se doit d'y adhérer parce qu'on la vit ou pas. Ah, mais je comprends. Et ensuite... par contre, il y a un fort degré d'inclusion, d'acceptabilité. Tu es qui tu es, tu viens comme tu viens. Il n'y a aucun code, que ce soit social, de dress code. Il n'y a pas de code. Par contre, il y a de vraies valeurs, une vraie culture. Une fois que tu es dedans, tu te défonces. C'est ça. Voilà. Oui, aussi. Oui. Et tu mets ta passion au service de l'ameublement. Les défis de la reprise, Karine, alors de manière très immédiate, là, c'est quoi pour vous aujourd'hui? Les défis de la reprise, de façon, je dirais, d'abord court terme. Très court terme, c'est d'assurer une expérience client agréable, inspirante, tout en gardant comme priorité la sécurité, la santé des collaborateurs et des visiteurs et clients. Ouais. Ça, c'est vraiment, je dirais, le premier enjeu majeur, le premier défi de réouverture. Alors, on a beaucoup travaillé pour ça parce qu'on a quand même été fermé pendant 3 mois et demi. Donc, pendant 3 mois et demi... Quand il y a la masse des clients qui veulent rentrer dans le magasin, il faut effectivement... Il faut gérer, donc bien sûr, tout ce qui est protocole sanitaire, mais surtout, il faut les accompagner. C'est ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a développé, on a beaucoup boosté la digitalisation, on l'a accéléré pendant tous ces mois de crise sanitaire, ce qui permet maintenant aux clients, parce qu'en fait, on a beaucoup plus de visites sur ce déconfinement en ligne et en magasin qu'on ne l'a eu pour le premier déconfinement. Ce qui est assez surprenant parce qu'on a été fermé. Alors c'est vrai qu'on a été fermé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire des gens qui vont d'abord en ligne et qui ensuite vont dans le magasin? Exactement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on a plus de 86% de visiteurs en ligne par rapport au premier déconfinement pour moins de transactions en ligne et pour plus de transactions en magasin. D'accord. Ce qui signifie qu'en fait, on a réussi ensemble avec nos clients à développer cette culture omnicanale. Les clients, finalement, avant de venir en magasin,
font leur liste des courses, regardent la disponibilité des produits, préparent leur parcours d'achat, viennent en magasin, touchent, s'inspirent. Et ils y vont quand même, alors que vous pourriez leur livrer, là. Alors oui, alors on continue à livrer. On continue mais ils y vont quand même, donc il y a un désir d'aller dans vos... C'est ce qu'on constate, là, après 10 jours d'ouverture, il y a un vrai désir de venir nous rencontrer. Et je peux vous dire que ça nous fait... Un désir d'aller chez Ikea. Oui, mais ça nous fait une joie immense, parce qu'on a un vrai désir de les rencontrer également, même si on n'a pas coupé pendant cette période de fermeture. En termes de... Enfin, parce que là, l'ensemble des industriels, et vous l'êtes, vit au rythme des pénuries. Enfin, vous arrivez, il y a des sujets là-dessus en ce qui vous concerne. Oui, alors on a quand même cette force. Disponibilité, tout ça. Oui, alors on a connu de grosses difficultés quand même après le premier déconfinement. Aujourd'hui, on s'est préparé, on a beaucoup appris. Et je pense qu'on a aussi très fortement changé notre logique logistique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on était vraiment sur... on avait un modèle très rodé en termes de logistique qui fait notre force, notre avantage, je dirais, concurrentiel, si je peux m'exprimer ainsi. On avait une logique de juste à temps, de juste Exactement. stock. Ouais, tout à fait. Et on est passé maintenant dans une logique beaucoup plus orientée client qui est, je dirais, mais si jamais on avait un nouveau confinement, si jamais on avait beaucoup plus de clients, si jamais on avait un prestataire déficient, si jamais on avait des fournisseurs qui ne pouvaient plus produire. Voilà, donc en fait, je dirais qu'en termes de logistique, l'enjeu majeur, il est là. Il est de pouvoir faire cette balance entre un modèle, je dirais, plutôt économique, c'est-à-dire que juste à temps, juste stock, qui avait une puissance économique et qui était éprouvée, à un modèle beaucoup plus management du risque et des opportunités. Et ça, c'est important, je pense. On est vraiment passé dans une logique d'opportunité. Et c'est durable, à votre avis, Karine ? Je pense qu'il faut trouver la balance. C'est une révolution. Tout à fait. Mais on s'adapte à l'environnement instable, au pic, au down, etc. Mais c'est vrai qu'il faut trouver maintenant l'enjeu majeur, pour répondre à votre question, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre le modèle économique, le modèle de gestion des risques et des opportunités. Mais c'est certain que par rapport à avant, on ne peut pas se permettre de laisser une opportunité filer. Une opportunité, c'est quoi ? C'est un client qui veut acheter quelque chose ? Oui, c'est une demande, c'est une vente ratée. C'est ça, parce qu'en parallèle de ce que vous décrivez là, les clients sont de plus en plus impatients. Alors, oui, les clients sont de plus en plus impatients. Il y a effectivement un nouveau modèle de consommation qui s'est installé. Je veux tout de suite, quoi. Et si je ne l'ai pas tout de suite, je vais aller le chercher ailleurs. C'est évident. Ceci étant, il y a quand même une tolérance, je dirais, de la part du client. Alors c'est toujours pareil, si la livraison respecte une certaine norme en qualité de développement durable, si je suis livré en électrique, si on me prévient, il y a quand même je pense pas qu'il y ait une zéro tolérance. Malgré, parce que c'est là-dessus que je veux finir, je suis frappé par la concurrence qui est en train de naître partout, c'est-à-dire la digitalisation, pour le coup, des modes de fabrication, des modes de vente et tout, fait jaillir du côté du meuble des choses mais vraiment passionnantes, intéressantes, des jeunes entrepreneurs qui partent, les barrières à l'entrée se sont quand même effondrées. Il y a une nouvelle concurrence là pour vous aujourd'hui qui va peut-être nécessiter plus d'agilité, plus de créativité ? Non, je pense que je vais revenir à mon discours du départ. C'est-à-dire c'est-à-dire que on se concurrence soi-même avant de laisser l'opportunité à d'autres de nous concurrencer. Mais au-delà de l'aspect concurrentiel, je pense qu'on a vraiment de vrais atouts chez Ikea. Ah non, mais ça, j'ai pas... Évidemment. Qui font que notre modèle maintenant omnicanal... il peut largement lutter contre un modèle digital. Et je pense que maintenant, on a cette complémentarité qui est, de notre point de vue, indispensable entre les points de rencontre physiques, qui sont maintenant variés. Parce qu'on a, je vous donne un exemple, pour le marché francilien, on a 7 magasins en périphérie qui sont avec des surfaces de plus de 30 000 m², qui sont là, qui vraiment inspirent nos clients, où là on peut vraiment leur donner des solutions simples, par exemple pour vivre de façon saine, durable dans leur quotidien. On a un magasin qui est spécialisé cuisine en petite couronne. Nous avons Ikea City qui permet vraiment de répondre aux besoins des citadins. Nous avons bientôt, et alors quelle fierté, ouvrir Ikea
décoration le 23 juin rue de Rivoli, où là, nous allons vraiment répondre à une demande très présente des Parisiens en termes de décoration et donc, cette capacité. Ce que vous dites, c'est la multiplicité des formats, en fait, permet à chacun de et le e-commerce. trouver... Et le e-commerce permet à chacun de trouver... Exactement. Et cette complémentarité, je pense qu'elle est essentielle et qu'elle ne peut pas être que digitale, mais elle est vraiment omnicanal. Merci Karine. Merci Stéphane. Karine Havas, donc la directrice générale, Managing Director, c'est ça le titre exact, hein? Oui, voilà. CFO. d'IKEA en France, était notre invitée sur Bismart.